Alors, devant moi, pour terminer cette première heure d'émission, Natacha Canapé-Fontaine, qui est poète, slameuse, peintre, comédienne et auteure, militante pour les droits autochtones. Bonjour, Natacha. Quoi, Catherine? Et Denis Ellis-Béchard, bonjour. Oui. Qui est romancier, reporter indépendant. Oui, coué à vous deux. C'est une salutation et on en apprend quand même pas mal des mots amérindiens dans ce livre, qui est un échange de correspondance entre vous deux. Coué, je te salue. Conversation sur le racisme. C'est plus large que le racisme, mais on dirait quoi, que c'est le fil conducteur ou que ça a été le premier sujet sur lequel vous avez voulu échanger? Oui, on était... Bon, je dirais que le livre est au sujet du racisme d'une certaine façon, mais le racisme est tellement grand comme sujet qu'il faut explorer tellement différents aspects de la culture et de la société pour même comprendre le racisme. Donc, l'idée de base, c'était d'essayer de parler du racisme d'une façon très franche, très honnête, pour même aider les lecteurs à en parler, parce qu'il y a un tabou juste sur le sujet. Donc, le projet a commencé à Sept-Îles, et peut-être je laisserai Nathan. Ben oui, alors ça a commencé à peu près il y a un an à Sept-Îles, et là, vous venez de passer au salon, c'était au Salon du Livre de Sept-Îles, et vous venez de passer la fin de semaine au même Salon du Livre de Sept-Îles. Mais il y a un an, Natacha, vous aviez eu une altercation avec une journaliste que vous ne nommez pas dans le livre. Tout le monde sait qui c'est, mais vous avez décidé de ne pas la nommer. Était-elle là encore cette année? Non. Non, d'accord. Est-ce que l'atmosphère a été agréable cette année? Complètement. Ça a été vraiment... je sais pas comment expliquer ça, parce que j'étais vraiment bien et je flottais parce que je voyais dans les yeux des Inuits, surtout, qui prenaient le temps de passer au Salon du Livre pour voir l'Institut de Chikapesh ou pour voir d'autres auteurs, une fierté dans les yeux, comme quoi l'idée de se tenir debout et d'affirmer son identité et surtout de demander à se faire respecter et sans broncher. Donc, on vient d'une histoire où on a toujours eu du mal à pouvoir se faire entendre, à être écouté, et maintenant, je sens que ça les aide beaucoup, et ils étaient nombreux au lancement d'ailleurs, vendredi dernier. Et donc, ça a été vraiment une belle fin de semaine. Donc, il y a quelque chose, on a l'impression que chaque nouveau signe un peu positif de tentative de contact, d'échange, tout ça, risque de créer une petite boule de neige. Êtes-vous globalement, là, avant qu'on plonge au cœur du sujet du racisme, c'est ça, c'est votre sujet, c'est un sujet qui est triste et qui est plutôt négatif, mais comme personne, tous les deux, est-ce que vous êtes quand même portés par un certain espoir pour ce qui s'en vient? Denis Béchard. Oui, je dirais que en général, les gens sont plus ouverts à la discussion, je dirais que les gens sont curieux. J'ai reçu des nouvelles des lecteurs qui me disent qu'en lisant ce livre, ils se sont rendus compte qu'ils ont beaucoup accepté le racisme dans leur vie, dans leur famille, et qu'ils sont maintenant prêts à essayer de faire des changements. Est-ce qu'ils l'ont accepté comme victime ou ils ont été témoins de racisme sans réagir? Surtout témoins. Ouais. Et maintenant, ils disent, en lisant le livre, ils sont mal à l'aise de l'accepter. Oui. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Natacha, évidemment, a connu des manifestations de racisme autour d'elle. Et Denis, vous parlez assez ouvertement de votre propre père et de son racisme. À quel moment dans votre vie vous avez pu prendre ce recul et dire « Ah, attends une minute, là, mon père, c'était vraiment quelqu'un qui était habité par une forme de racisme ». Je me suis rendu compte peut-être quand j'avais 18-19 ans, mais j'étais conscient avant, parce qu'on vit dans une société assez hypocrite où on dit que le racisme est mauvais, mais en même temps, on permet quand même beaucoup de racisme autour de nous. Donc, il y a tellement de gens qui... Je dirais, si on vit dans une famille où les gens font des blagues racistes, ils parlent mal des Autochtones ou des Noirs ou des immigrants, c'est la famille, et d'une certaine façon, on apprend à accepter ça jeune. Et puis plus tard, on se rend compte qu'il y a une hypocrisie dans la façon qu'on parle du racisme comme quelque chose de négatif, mais qu'on accepte ce que nos familles disent en même temps. Donc c'était plutôt quand j'avais peut-être 18-19 ans où je me suis rendu compte que c'était excessivement... Natacha, vous associez assez rapidement le racisme à l'orgueil. Qu'est-ce que c'est le lien entre ces deux phénomènes-là?
Comment que je pourrais expliquer ça? C'est vraiment, je pense que c'est, déjà le racisme, c'est un peu l'intolérance, c'est quelque chose qui est différent de nous, et peut-être dans le fond, c'est quelque chose qui nous ressemble totalement. Alors on est et quand on est un peu orgueilleux par rapport à l'image que l'on a de nous-mêmes et par rapport à ce que l'on veut projeter, par rapport à, j'ai l'impression que et aussi des fois on ressent une forme soit de complexe d'infériorité ou de complexe de supériorité, donc c'est vraiment lié à l'ego, et donc et dans les rapports avec d'autres personnes, et surtout entre des individus de peuples qui sont soit en domination ou en position de dominer, surtout du côté du dominant, il y a une forme d'ego attirée par rapport à cette position de pouvoir sur l'autre, et d'avoir le pouvoir justement de pouvoir lui dire, de pouvoir le définir à sa place, et on tire un orgueil, un certain ego du fait qu'on est capable de définir quelqu'un d'autre de la manière dont on veut le percevoir, dont on le perçoit, et dans les images, et le fait de les laisser dans les images qu'on leur a construites. Ouais. Il y a aussi, écoutez, à travers la commission Vérité et Réconciliation depuis les dernières années, je pense qu'on a été nombreux à prendre tout d'un coup conscience, à avoir une révélation, un peu un choc, en voyant ces familles venir témoigner, des femmes maintenant adultes effondrées en racontant ce que leurs parents avaient vécu, ce qu'eux-mêmes avaient vécu. On a commencé à mesurer ce qu'on appelle souvent les blessures transgénérationnelles. Et moi, je me disais, mais ces gens-là le vivent depuis toujours, le savent depuis toujours. Mais même vous, Natacha, j'ai été très surprise dans le livre de me rendre compte que vous avez compris ce mécanisme-là assez tard dans votre vie. Assez tard, c'est aussi parce qu'il y a, mettons, la génération de mes parents, il y en a beaucoup qui souffrent, ils ne le savent, mais jusqu'avant les premières révélations par rapport au pensionnat, les gens ne savaient pas pourquoi ils souffraient autant, ils avaient besoin d'engourdir leur douleur. Et moi-même, très jeune, je portais une rage, un mal de vivre que je ne comprenais pas, parce que j'avais l'impression que mes parents m'avaient peut-être transmis ça, mais je veux dire, je l'ai compris après avoir connu l'histoire. C'était du non-dit, on ne racontait pas ce qu'on avait vécu dans les pensionnats. De la génération des enfants des pensionnats, donc nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, certains ont attendu jusqu'à avoir 70 ans ou 80 pour pouvoir dire enfin qu'est-ce qu'ils ont vécu enfant dans les pensionnats de la part de figures d'autorité et religieuses. Et donc ça a pris du temps pour tout le monde. Les premières révélations datent peut-être de 2006-2007, ça a pris du temps, 50 ans presque, avant qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, qu'on comprenne finalement pourquoi il y a autant de dépendance, il y a autant d'alcoolisme, de toxicomanie. Il y a des gens qui disent qu'avant les pensionnats, l'alcool n'avait pas de place sur la communauté. Il y avait personne qui avait autant de dépendance. Alors, c'est absolument stupéfiant. Et Denis, quand on prend conscience de ça, l'autre question, c'est est-ce que nous, comme allochtones, c'est le mot que vous avez choisi d'employer dans le livre pour parler des Blancs, là, des gens qui sont pas des Autochtones, est-ce qu'on doit vivre? Est-ce qu'on n'a pas le choix que d'assumer cette culpabilité-là? Comment franchir le pas suivant? Je pense qu'il faut écouter et il faut vraiment s'ouvrir et entendre ces voix et faire de la place pour ces voix. Mettons, je pense que quand on parle de l'histoire du journaliste et du salon de livre de cette île l'année passée, quand Natacha s'est présentée pour lui lire une lettre qui explique à quel point elle a été blessée par une chronique raciste, la madame en question, qui était, on peut dire Denise Bombardier, c'est pas tabou de le dire, avait lu la définition d'un Amérindien à Natacha, a refusé d'écouter Natacha, a pris son microphone, a parlé plus fort et a lu la définition d'une autochtone qu'elle-même a écrit. Dans son dictionnaire, j'imagine, amoureux du Québec. Exactement. Et elle a choisi d'imposer sa voix plus fort donc que celle de Natacha. Et vous, c'est le symbole qui vous a choqué. Ça m'a choqué. Oui. Et même aujourd'hui, il y a une question d'éducation. Est-ce qu'on est en train de décrire l'histoire des Autochtones dans nos livres d'histoire? Est-ce qu'on est en train de bien enseigner l'histoire des Autochtones au secondaire, dans les écoles, pour que les jeunes puissent savoir que ces histoires existent? Donc, pour bien répondre à la question, c'est qu'il faut que les Allochtones fassent de la place pour que les Autochtones puissent raconter leurs histoires. Et oui, ça va nous faire mal, c'est parce que
si on s'ouvre à eux, notre empathie va s'ouvrir aussi. Et on va savoir combien ils ont souffert. Mais il faut passer à travers, il faut faire la place, écouter leur souffrance et mais respecter. je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui doivent être pas loin de se dire, OK, mais il faut passer à autre chose aussi. Juste écouter, oui, on l'a fait, vérité, réconciliation. Je suis certaine qu'il y a des gens qui commencent à dire, bon, ben là, OK, la culpabilité, ça va faire. C'est pas ça qui va nous amener ailleurs. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, au-delà de l'écoute, puis du fait d'assumer cette culpabilité-là, qu'est-ce qui va nous amener ailleurs là, dans notre rencontre? Est-ce que c'est des projets communs ou au contraire, est-ce que c'est un respect total du besoin des Autochtones d'assumer leur territoire, d'être autonomes, de faire leur vie? Il faut pas oublier aussi qu'il y a une génération de jeunes autochtones qui s'en viennent en ville et qui vont venir habiter la société de plus en plus et qui vont s'affirmer de plus en plus. Et si la société québécoise n'est pas prête à accueillir cette jeunesse qui est en train de reconstruire son identité par rapport à un retour au rite traditionnel, à la philosophie traditionnelle, à la politique traditionnelle et qui veulent vraiment changer le monde et qui veulent changer justement ces fondements coloniaux et même racistes au travers de la société, il faut que les gens soient prêts. Il faut que les gens sachent qu'il y a une vague d'Autochtones qui viennent habiter la ville et la société. Donc, apprendre à construire ensemble. Exactement. Donc, il faut que déjà, on réfléchisse à comment est-ce qu'on va construire ces ponts-là entre nous, entre les Québécois et les Autochtones, pour que les gens se sentent mieux, pour qu'il y ait un bien-être social qui de toute façon, qui est nécessaire, mais qui soit entamé. Oui. Alors, Koué, je te salue. Conversation sur le racisme, signé Denis Élise Béchard et Natacha Canapé-Fontaine, qui étaient mes deux invités. Merci beaucoup d'être venus ce matin. C'est publié chez Éco-Société. C'est maintenant disponible. Puis on pourra vous voir, j'imagine, dans d'autres salons du livre. À tout de suite après les infos. Il y a un livre qui va être publié ou qui est maintenant publié, Conversation sur le racisme, Koué, je te salue. Sont deux auteurs, Natacha Canapé-Fontaine, bien connue comédienne, auteure, poète, peintre et militante inou. Bonjour, Madame Fontaine, Canapé-Fontaine. Oui. Et Denis Élise Béchard, auteur aussi bien connu, photographe, photojournaliste et militant. Bonjour. Oui. Oui. Alors, donc, vous avez, c'est quand même un exercice qui se fait à l'occasion en littérature, deux auteurs qui s'écrivent et ça donne souvent de très bons résultats. Vous l'avez fait pendant un certain temps autour de ce thème du racisme. Seulement me raconter la genèse de ce projet. Vous étiez, je pense, à un salon du livre et il y avait une discussion autour d'une chronique du Journal de Montréal, Madame Canapé-Fontaine. Oui, en effet, on était au Salon du livre de la Côte-Nord l'année dernière à Sept-Îles, donc il y a un an. Et justement, par rapport à cette chronique qui a été écrite quelques mois auparavant, on avait tenté de répondre par une lettre ouverte dans les médias, mais ça n'avait pas, je veux dire, moi, je n'étais pas satisfaite de cette portée. Ouais. Et donc, j'ai rencontré cette chroniqueuse au Salon du livre de la Côte-Nord en appelant des femmes inoues à venir assister à ce geste. Et donc, j'ai relu la lettre ouverte devant elle et j'en avais parlé à Denis avant et c'est là qui est venu pour assister et finalement. Donc, j'ai eu une réponse finalement très, très condescendante avec une forme de moi, je sais qu'est-ce que c'est un autochtone et je vais te le dire c'est quoi. Mais qui disait quoi cette chronique pour vous irriter à ce point? Mais pour citer, ça s'est dit en fait que la culture autochtone, en vérité, était une culture mortifère et anti-scientifique. Et moi, ce que j'ai vu à l'intérieur de tout ça, c'est vraiment ce manque d'éducation. C'est un manque d'éducation flagrant au Québec du fait qu'il y a personne qui ne s'intéresse aux Autochtones parce qu'on n'en parle pas dans les livres d'histoire. Ça ne fait pas partie de l'imaginaire, ça ne fait pas partie du conscient collectif. Et maintenant que nous, on arrive, on a un discours, on s'affirme dans la société, mais on a des revers comme des préjugés, comme des stéréotypes, et comme si on devait rester dans ces images-là. Et c'est là où ce projet naît de deux personnes qui viennent d'horizons complètement différents. Vous êtes vous avez vécu pendant un certain temps dans une réserve Innu sur la Côte-Nord, et M. Béchard, vous venez de la Colombie-Britannique, d'un père francophone, d'une mère anglophone, américaine. Oui. Vous passez un certain temps aux États-Unis. Je pense que vous vivez depuis un bon bout de temps aux États-Unis et vous accrochez le Québec en découvrant l'héritage de votre père. D'où est venue cette idée de correspondre entre vous sur cette notion du racisme?
Je pense ce qui m'a étonné, quand j'ai lu l'article de Denise Bombardier et aussi quand j'ai vu Natacha présenter sa lettre, lire sa lettre, ce qui m'a étonné, c'est le fait que Bombardier croyait avoir toutes les informations. Mettons, en tant que journaliste, si j'écris un article sur un autre peuple, sur une culture que je connais pas, je vais aller interviewer les gens, je vais poser des questions, je vais chercher à écouter leur voix et à diffuser leur voix dans les médias. Et je voyais qu'elle croyait avoir toutes les réponses. Et même, elle a lu à Natacha la définition d'un Amérindien dans son dictionnaire du Québec. Ce qui est incroyable pour moi, c'est quasiment un exemple parfait de l'impérialisme, de dire, moi, je connais la définition de qui tu es. Si je parle avec un Africain, et je dis à un Africain, voilà l'Afrique, il me dit, non, t'as pas raison. Et puis je dis, non, attends, je vais te lire la définition d'un Africain dans le dictionnaire. C'est quelle sorte de discussion? C'est une discussion qui met en silence l'autre personne. Donc l'idée, la genèse pour ce livre, c'était vraiment d'ouvrir la discussion et d'écouter l'un l'autre, de parler de nos expériences, d'être très honnête. J'ai grandi dans une famille avec un père québécois, mère américaine, où il y avait quand même un certain discours raciste, c'est certain, parce qu'on grandit dans une culture très raciste. Et la majorité des gens sont pas conscients de combien ils sont racistes, même de façon très quotidienne, juste dans la façon qu'on parle des autres peuples. Donc, on voulait ouvrir une discussion là-dessus et partager nos expériences avec le racisme pour aider les gens à comprendre comment en parler. Parce qu'on a tendance dans la culture de dire à quelqu'un c'était un peu raciste et les gens vont dire non, j'ai pas été raciste. Ouais. En lieu de dire je m'excuse, pourquoi est-ce que c'était raciste? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est raciste? J'aimerais mieux comprendre pourquoi pour pouvoir être plus conscient de ton expérience. Oui, et vous arrivez avec cette notion du racisme passif. Vous écrivez, il faut que les allochtones, nous ou tout le monde, sauf les Autochtones, j'imagine, lorsqu'on parle des allochtones, dans la conversation que vous avez ensemble pour bien différencier, en tout cas, vous dites, il faut que les Autochtones, vous voyez que c'est pas toujours simple, hein? Il faut que les allochtones reconnaissent leur racisme passif et silencieux, l'indifférence et le manque d'intérêt pour ceux qui vivent à côté d'eux, ainsi que la fermeture à leurs problèmes et à leur point de vue. Donc, cette discussion sur cette notion de racisme devient très large à ce moment-là, parce que là, ce n'est pas ce qu'on peut qualifier de racisme actif, comme on peut le voir, par exemple, dans les bulletins de nouvelles aux États-Unis. C'est un racisme passif, ne serait-ce que de tolérer ce qui existe, par exemple, dans les réserves, dans les territoires autochtones au Canada. Oui, ben en fait, c'est un racisme très subtil. C'est pour ça qu'on va dire racisme passif, parce que ça ne se passe pas nécessairement dans des choses concrètes. Et c'est pour ça qu'après, il y a une forme de déni de ce racisme-là, de cette idée de l'autre que nous n'avons pas, mais que l'on se fait nous-mêmes sans demander à l'autre qu'est-ce qu'il est en tant qu'individu. Et on en parle beaucoup en plus ces temps-ci. Et justement, moi, de mon expérience à moi, je veux dire, moi, j'ai grandi dans des milieux où il y a du racisme encore aujourd'hui. J'ai vécu la discrimination toute mon enfance et mon adolescence aussi. Et encore aujourd'hui, je veux dire, j'ai l'impression que les choses ont changé depuis 2012, depuis Idle No More. Mais quand même, mon vécu, c'est de toujours avoir à me définir, toujours avoir à expliquer qui je suis dès le moment où je dis que je suis Innu et non québécoise. Et donc, pourquoi il faudrait encore, en 2016, que je me définisse en tant qu'Innu et que je doive continuellement pas sensibiliser, mais conscientiser les gens à qui est un autochtone dans la modernité, parce que l'image qu'on a des autochtones, ça fait c'est celui des films, c'est celui du cinéma, c'est celui d'Hollywood. Et après, on parle de headdress, on parle d'appropriation culturelle, on parle de plein de choses comme ça, mais on a encore à se définir en 2016, et ce n'est pas normal. Ça fait 500 ans que la colonisation a commencé, et 500 ans plus tard, les gens n'en savent rien sur les peuples fondateurs, et les Autochtones font partie des peuples fondateurs du Canada et du Québec, mais ça ne fait pas partie de la conscience collective. Ça a été effacé de la mémoire. Est-ce que le problème n'est pas double dans le sens où, par exemple, dans une ville comme à Montréal, on est très peu, les Blancs, sont très peu en contact avec la réalité autochtone parce que les territoires souvent sont éloignés, sans oublier les Inuits, où ça coûte encore plus cher aller là qu'aller en Europe, même aller en Asie. Donc, du fait de ce manque de contact et aussi en voyant, par exemple, dans les bulletins de nouvelles, les immenses problèmes qui existent. On n'a qu'à suivre les promesses de Justin Trudeau, l'argent qu'il doit investir. Donc, on ne sait jamais trop par où commencer. Il y a évidemment l'histoire. Souvent, les gens vont vous dire, bon, on ne peut pas refaire l'histoire, on en est là. On fait quoi? C'est tellement gros le problème. On fait quoi? Et les gens n'ont pas nécessairement l'impression,
je reviens à l'exemple des gens qui vivent dans une grande ville comme ici, d'être racistes. En même temps, le contact se fait quand même avec les itinérants dans les rues, avec l'itinérance autochtone. Puis il y en a beaucoup. Donc, en plus, le pourcentage d'itinérants autochtones est beaucoup plus élevé dans la masse itinérante. Je veux dire, notre présence. Je veux dire, le seul contact qui se fait, c'est avec des gens pauvres et des gens qui n'ont rien et qui doivent survivre à tous les jours pour pouvoir survivre dans la société. C'est là qu'on voit aussi d'où on vient, nous. On a été nomade ou on a été agriculteur, mais on a vécu on a un autre vécu, on est une autre société. Et dès qu'on arrive dans la société dominante, dans Montréal, dans la métropole, on se frappe, on a un choc culturel, on a un choc humain aussi. Et après, donc les gens n'ont que ce seul contact-là avec les itinérants et ça alimente les images aussi. Mais après... J'allais dire que il y a beaucoup qu'on peut faire en tant que société. On peut réécrire nos livres d'histoire. Tout le Canada est en train de réécrire ses livres d'histoire pour parler de l'histoire des peuples autochtones. Le fait que la majorité des gens ici vont savoir comment dire bonjour dans une autre langue et pas dans une langue autochtone est incroyable. Donc, il faut aussi faire un effort. Il n'y a pas d'intérêt de connaître les peuples autochtones, de connaître leurs histoires. Il y a même un certain intérêt de nier ces histoires parce qu'il y a une certaine culpabilité historique qu'on ne veut pas savoir ce qu'on a détruit en tant que culture en arrivant ici. Donc, si on parle de distance, oui, ces distances sont là. Ces distances ont été même fait exprès pour exclure des gens. Oui. Donc, maintenant, il faut poser la question, qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, on est rendu là. On peut pas changer ce qui est arrivé, mais on peut commencer à regarder ce que les jeunes apprennent à l'école, ce qui est enseigné, ce qu'on devrait enseigner et inviter des voix qui sont pas les voix majoritaires, qui sont pas les voix qui répètent toujours les mêmes histoires, à parler plus dans les médias, à parler plus dans les écoles, à enseigner plus. C'est plus tout ça le but du livre. Oui. Cette expérience pour le Montréal, le 375e anniversaire de Montréal, ce grand film qu'on veut faire, qui partirait d'il y a 800 ans. C'est une bonne initiative. C'est un départ, Mme Fontaine. Canapé Fontaine. Une bonne initiative, c'est sûr, mais je veux dire, après... C'est avant 1534, là. Oui, mais est-ce que ça va se faire de la bonne manière? Est-ce que ça va se faire... pas dans le sens justement du politiquement correct ou de faire attention, on a des bonnes intentions. C'est de partir cette réflexion-là, au moins. C'est de lancer des pistes de réflexion par rapport au racisme, à la discrimination dans la société. C'est ce qu'on a voulu amener avec « Oui, je te salue », mais on a un cheminement à faire entre nous, entre les Québécois et les Autochtones à partir d'aujourd'hui. Il faut se poser des questions sur nos relations. Pourquoi on est encore avec des frictions? Pourquoi on est encore très difficile les uns avec les autres? Et pourquoi on a de la misère? Et il faut se demander pourquoi on en est là alors qu'on aurait pu être beaucoup plus avancé aujourd'hui. En tout cas, vous lancez la discussion avec « Oui, je te salue », conversation sur le racisme. C'est publié à Éco-Société, livre dans lequel vous dites pas de... réconciliation sans réparation. Hein? Concept important. Merci. Et sans connaissance. Merci. Koué. Hein? On le dit comme ça, ouais? Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci.